À 55 ans, j'étais à genoux en train de récurer du vomi séché sur le sol des toilettes d'une station-service quand l'avocat est entré, vêtu d'un costume à 3000 €. L'odeur d'eau de javel me brûlait les narines alors que je levais les yeux vers lui, mes gants en caoutchouc dégoulinant d'eau sale. « Êtes-vous Rémi Fournier ?» demanda-t-il, sa voix résonnant sur les murs carrelés et crasseux. Quand j'ai hoché la tête, il m'a tendu une enveloppe qui allait révéler pourquoi mon oncle m'avait laissé 340 millions et pourquoi mon père m'avait menti pendant 40 ans. Je m'appelle Rémi Fournier. Et jusqu'à ce mardi matin, je n'étais personne, un chef d'entrepôt raté, un homme divorcé dont la femme l'avait quitté pour son riche cousin, un agent d'entretien payé au SMIC dans une station Total Énergie sur l'autoroute A6. Mon ex-femme Mélodie était partie en claquant la porte. « Tu crèveras en nettoyant des chiottes », avait-elle dit, ses talons de créateur claquant sur le parquet de notre ancienne maison. Elle avait à moitié raison. Je nettoyais des toilettes, mais je n'étais pas encore mort. L'avocat se tenait là, dans son costume impeccable, comme s'il s'était trompé de chemin en allant à une réunion du conseil d'administration. Henri Blanchard, s'est-il présenté, d'un cabinet parisien dont je n'avais jamais entendu parler. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre en or comme s'il avait un rendez-vous plus important ailleurs, ce qui était probablement le cas. Les avocats comme lui n'apportaient généralement pas de nouvelles aux types comme moi, sauf si quelqu'un se faisait arrêter ou poursuivre en justice. « Votre oncle, Corneille Fournier, est décédé il y a 2 semaines, dit-il en sortant des papiers de sa mallette en cuir. Oncle Corneille, l'oncle mystérieux dont mon père Valentin ne parlait jamais, celui qui avait soi-disant choisi l'argent plutôt que la famille et avait disparu à Paris avant ma naissance. Je l'avais rencontré peut-être 2 fois dans toute ma vie, et les 2 fois, il m'avait à peine adressé 10 mots. Vous êtes l'unique bénéficiaire de sa succession, poursuivit Blanchard. 3 raffineries de pétrole à Fos-sur-Mer, de nombreux puits, des biens immobiliers et divers investissements totalisant environ 340 millions d'euros. La brosse de toilette industrielle m'a glissé des mains et a heurté bruyamment la porcelaine. 340 millions d'euros. Les mots n'avaient aucun sens. Ils rebondissaient dans ma tête comme des boules de loto dans ces machines qu'on voit à la télé. Je me suis assis lourdement sur le siège fermé des toilettes, sans me soucier de tacher d'eau de javel mon pantalon en toile déjà usé. Il y a aussi ceci, dit Blanchard, en sortant une enveloppe jaunie avec mon nom écrit dessus d'une écriture tremblante. Il a insisté pour que vous lisiez ceci seul après avoir appris l'héritage. Ses mots exacts étaient, dites à Rémi que la vérité que j'ai portée pendant 40 ans est dans cette lettre, et que les mensonges de son père étaient en réalité de l'amour déguisé. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Derrière moi, le néon vacillait et bourdonnait, projetant des ombres dures sur le linoléum fissuré. Quelque part dans la station-service, j'entendais mon patron, Théo, se disputer avec un client à propos de bons de réduction périmés. Dans 2 minutes, il reviendrait probablement en trombe pour m'engueuler parce que je prenais encore trop de temps pour les toilettes. Il n'avait aucune idée que l'homme qu'il traitait comme de la merde depuis 2 ans venait de valoir plus que cette ville entière. Mais ce n'était pas l'argent qui me serrait la poitrine. C'était cette dernière phrase sur mon père. Valentin Fournier avait 78 ans, vivait dans un EHPAD qui sentait l'antiseptique et la tristesse, portant toujours la même casquette de l'Olympique lyonnais qu'il portait depuis 1987. Quel mensonge m'avait-il raconté? Quelle vérité l'oncle Corneille avait-il cachée pendant toutes ces années? Monsieur Fournier. La voix de Blanchard me ramena à la réalité. J'ai une voiture qui attend dehors. Nous avons des documents à signer, des propriétés à visiter, et des dirigeants qui vous attendent à la Défense. Votre vie telle que vous la connaissez est terminée. J'ai regardé mon reflet dans le seau d'eau sale. Une barbe grise, des yeux fatigués, un visage marqué par des années de déception. Mélodie avait eu raison sur une chose. Cette version de moi était sur le point de mourir, mais pas de la manière qu'elle avait prédite. Pas vaincu et oublié dans les toilettes d'une station-service. Je me suis levé, j'ai retiré mes gants en caoutchouc pour la dernière fois, et j'ai suivi Henri Blanchard hors de ses toilettes, laissant derrière moi la serpillière, le seau, et l'homme qui avait renoncé à croire que la vie pouvait le surprendre. Dans ma poche, la lettre de l'oncle Corneille semblait plus lourde que les millions qu'elle représentait. Quelle que soit la vérité qu'elle contenait sur ma famille, quels que soient les secrets enfouis depuis 40 ans, j'étais sur le point de tous les découvrir. La matinée de janvier était froide et lumineuse alors que nous marchions vers la DS9 de Blanchard. Théo est sorti en courant, criant que j'abandonnais mon poste. Je ne me suis même pas retourné. J'avais un oncle à enterrer, une fortune à réclamer, et les mensonges d'un père à comprendre. Les toilettes de la station-service pouvaient garder leurs tâches.
J'avais de plus gros dégâts à nettoyer maintenant. Et pour une fois, c'était le genre de dégâts qui venait avec une solution à 340 millions d'euros. La vie n'avait pas toujours été aussi pathétique. Il y a 3 ans, j'étais Rémi Fournier, chef d'entrepôt chez Logistique Grand Rhône, gagnant 45 000 euros par an, vivant dans une maison de 4 chambres en banlieue de Lyon avec ma femme Mélodie. Nous étions mariés depuis 28 ans, depuis que nous avions tous les deux 24 ans et étions assez stupides pour croire que l'amour triomphait de tout. À l'époque, je pensais avoir tout compris. Un travail stable, des remboursements de prêts immobiliers à temps, une femme qui riait encore de mes blagues de temps en temps, et des dîners dominicaux avec mon père, Valentin, quand sa santé le permettait. Le travail à l'entrepôt n'était pas glamour, mais c'était un travail honnête. Je gérais une équipe de 30 gars, pour la plupart des jeunes, qui m'appelaient Monsieur Fournier et venaient me voir quand ils avaient besoin de conseils sur tout, des chariots élévateurs au divorce. Je connaissais chaque recoin de cet entrepôt, le planning de chaque fournisseur, chaque raccourci qui permettait que tout fonctionne sans accroc. Mon patron disait que je pouvais diriger l'endroit les yeux bandés, et il n'avait pas tort. Puis l'email est arrivé un jeudi après-midi de mars. Restructuration, ils appelaient ça. Jargon d'entreprise pour dire « on a trouvé quelqu'un de moins cher ». Ils m'ont offert des indemnités de licenciement qui semblaient généreuses jusqu'à ce que vous réalisiez qu'à 52 ans, personne ne voulait embaucher un chef d'entrepôt avec un mal de dos et sans diplôme universitaire. Les jeunes que j'avais formés pouvaient faire mon travail pour la moitié du salaire, et ils avaient des compétences informatiques que je n'avais jamais pris la peine d'apprendre. Le premier mois de chômage, j'étais optimiste. J'ai mis mon CV à jour, consulté les sites d'emploi, recontacté d'anciens collègues. Je trouverai bien quelque chose, disais-je à Mélodie chaque matin devant un café. J'ai de l'expérience. Ça compte. Au 3e mois, le compte épargne se vidait à vue d'œil. Le prêt immobilier, les mensualités de la voiture, l'assurance, les courses, tout continuait à exiger d'être payé alors que rien ne rentrait. J'ai commencé à postuler pour des emplois pour lesquels j'étais surqualifié, puis des emplois pour lesquels j'étais parfaitement qualifié, puis n'importe quoi qui voudrait de moi. Les emails de refus se ressemblaient tous. Nous avons décidé de poursuivre avec un autre candidat. Traduction, nous avons trouvé quelqu'un de plus jeune. C'est là que mon cousin Damien a commencé à se montrer. Damien le Brillant, avec ses dents parfaites, sa Rolex et sa chaîne de concession de voitures de luxe à travers la région. Il s'était d'abord marié à une femme riche, puis avait multiplié sa fortune en vendant des BMW hors de prix à des médecins et des avocats. Je voulais juste prendre des nouvelles de mon cousin préféré, disait-il, bien que nous n'ayons jamais été proches. Il apportait du vin qui coûtait plus que notre budget de course de la semaine et mentionnait nonchalamment ses dernières vacances à Saint-Barth ou à Monaco. Le visage de Mélodie s'illuminait lorsque sa Mercedes entrait dans notre allée. Elle se maquillait, mettait sa belle robe, riait un peu trop fort à ses histoires de drames de club de golf. Damien essaie juste d'aider, disait-elle quand je me plaignais de ses visites. Peut-être qu'il pourrait te trouver un travail dans une de ses concessions. L'idée de travailler pour mon cousin prétentieux me hérissait le poil, mais après 6 mois de chômage, la fierté était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Je lui ai demandé un travail. Il a ri et m'a tapé sur l'épaule. Rémi, mon vieux, j'adorerais t'aider, mais tu n'as pas vraiment la fibre commerciale. Il faut avoir cet instinct de tueur, tu vois. La maison est entrée en procédure de saisie au 8e mois. C'est la même semaine où Mélodie a commencé à rentrer tard, avec des sacs de magasins que nous ne pouvions pas nous permettre, sentant un parfum qui n'était pas le mien. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas essayé de nier. « Regarde-toi, Rémi » a-t-elle dit, debout dans l'encadrement de la porte de notre chambre, les bras croisés. « Tu restes assis sur ce canapé toute la journée à envoyer des CV que personne ne lit. Tu as abandonné. Damien me traite comme je mérite d'être traité. Il m'emmène dans de bons restaurants, pas au drive du McDonald's avec des coupons de réduction. » Elle a emménagé avec Damien la semaine suivante. Les papiers du divorce sont arrivés 1 mois plus tard. Elle a eu la moitié de rien, ce qui ne faisait toujours rien, mais j'avais quand même l'impression que c'était elle qui avait gagné. La dernière chose qu'elle m'a dite était « Tu crèveras en nettoyant des chiottes quelque part. » Crois-moi, c'est tout ce à quoi tu es bon maintenant. 2 ans plus tard, j'étais là, à la station Total Énergie, en train de lui donner raison. Début du travail à 4 heures du matin, 9,50 € de l'heure à nettoyer des toilettes qui ressemblaient à des scènes de crime, à passer la serpillière sur des sols collants de je ne sais quoi,
à réapprovisionner les boissons énergisantes pour des camionneurs qui reconnaissaient à peine mon existence. Mon patron Théo avait 28 ans, fraîchement sorti d'un BTS management qui lui donnait l'impression d'être Steve Jobs. Il adorait me rappeler que j'étais remplaçable, que beaucoup de gars de mon âge cherchaient désespérément du travail. Mon appartement était un studio au-dessus du traiteur asiatique, le Lotus d'Or. 45 mètres carrés de moquettes tachées et de fenêtres qui ne fermaient pas complètement. L'odeur de bœuf aux oignons était ma compagne constante. Ma garde-robe s'était réduite à 5 uniformes de station-service et 2 paires de jeans. Mon père appelait chaque dimanche de son EHPAD, et je mentais sur la façon dont les choses allaient parce que pouvais-je faire d'autre? Lui dire que son fils était devenu tout ce pourquoi il avait travaillé toute sa vie pour m'en préserver. C'est qui j'étais le matin où Henri Blanchard est entré dans ses toilettes. Un moins que rien. Une fable édifiante sur l'échec à la cinquantaine. Un homme qui avait tout perdu et s'était contenté de survivre au lieu de vivre. Ce mardi matin a commencé comme tous les autres. J'utilisais une pierre ponce sur une tâche particulièrement tenace, du genre qui vous fait remettre en question la décence humaine de base, quand j'ai entendu des chaussures chères claquer sur le carrelage derrière moi. On apprend à reconnaître les bruits quand on travaille dans une station-service. Bottes de travail signifiait camionneur. Basket signifiait adolescent sur le point de voler quelque chose. Chaussures chères signifiait que quelqu'un était perdu ou sur le point de se plaindre. Rémi Fournier. Je me suis retourné pour voir un homme qui semblait tout droit sorti d'une publicité pour un cabinet d'avocats. Cheveux gris parfaitement coiffés, des dents qui n'avaient jamais vu de tache de café. Vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. Ses chaussures étaient en cuir noir brillant, impeccables, malgré avoir traversé notre parking qui n'avait pas été correctement nettoyé depuis le premier mandat d'Obama. C'est moi, ai-je dit, en retirant mes gants en caoutchouc et en essayant de ne pas avoir l'air aussi pathétique que je me sentais. Je m'appelle Henri Blanchard, du cabinet Blanchard, Sterling et Associés à Paris. Je dois vous parler de votre oncle, Corneille Fournier. Oncle Corneille. Le nom m'a frappé comme de l'eau froide. Je savais à peine que cet homme existait. C'était le frère aîné de mon père qui avait déménagé à Paris avant ma naissance. Une sorte de brouille familiale dont personne ne parlait. Les quelques fois où j'avais interrogé mon père à son sujet, Valentin secouait simplement la tête et disait que cet homme avait choisi l'argent plutôt que le sang, point final. Il est décédé il y a 2 semaines, a poursuivi l'avocat, sa voix professionnelle mais pas méchante. Vous êtes nommé dans son testament. J'ai failli rire. Le son a commencé dans ma poitrine mais est mort avant d'atteindre ma bouche. Monsieur Blanchard, je pense que vous avez fait une erreur. Je nettoie les toilettes d'une station-service pour gagner ma vie. Mon oncle et moi n'étions pas proches. Bon sang, je l'ai rencontré peut-être 2 fois dans toute ma vie. Ce qu'il m'a laissé ne peut pas valoir votre vol depuis Paris. Blanchard a ouvert sa mallette en cuir avec une précision exercée et a sorti un dossier épais de documents. Monsieur Fournier, votre oncle possédait Fournier Énergie, 3 raffineries de pétrole à Fos-sur-Mer, de nombreux puits actifs, des biens immobiliers commerciaux et un portefeuille d'investissement diversifié. La succession totale est évaluée à environ 340 millions d'euros. La pierre ponce est tombée de ma main et a cliqueté sur le sol. Le son a résonné dans la petite salle de bain comme le marteau d'un juge. Mes jambes se sont soudainement senties comme si elles étaient en coton. C'est impossible, ai-je dit, m'agrippant au bord du lavabo pour rester debout. Il doit y avoir un autre Rémi Fournier. Vérifiez vos papiers à nouveau. Date de naissance, 15 octobre 1969. Fils de Valentin Fournier, mécanicien automobile à la retraite, ancien résident du 4427 rue des Érables, Lyon, résident actuellement au 411 B au-dessus du traiteur asiatique le Lotus d'Or. Chaque détail frappait comme une massue. Cet avocat en savait plus sur moi que la plupart de mes anciens amis. Je me suis assis lourdement sur le siège fermé des toilettes, ne me souciant plus de l'image que je donnais à cet homme dans son costume cher. Pourquoi, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Nous ne nous connaissions même pas. Mon père ne lui a pas parlé depuis 40 ans. Votre oncle a suivi votre vie de très près, monsieur Fournier. Il avait des rapports réguliers. Il était au courant de votre perte d'emploi, de votre divorce, de votre situation actuelle. Blanchard a sorti un autre document. Il y a aussi un petit legs pour une certaine Mélodie Fournier, ce que j'ai trouvé curieux puisque nos recherches indiquent qu'elle est votre ex-conjointe. Elle m'a quitté pour mon cousin Damien il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il lui a laissé?
Un petit sourire a traversé l'expression professionnelle de Blanchard. 1 €. La note jointe dit, je cite, pour qu'elle sache que je savais exactement quel genre de femme elle était. Malgré tout, j'ai senti un rire s'échapper. Un vrai rire, le premier depuis des mois, même d'outre-tombe, un oncle que je connaissais à peine avait réussi à livrer l'insulte parfaite à la femme qui m'avait détruit. Il y a une dernière chose, a dit Blanchard, en sortant une enveloppe jaunie scellée avec de la cire à l'ancienne. Mon nom était écrit sur le devant d'une écriture tremblante. Votre oncle a laissé des instructions spécifiques. Vous devez lire cette lettre seule après avoir été informé de l'héritage. Il a dit qu'elle contient, et je cite, la vérité sur pourquoi je suis resté à l'écart et pourquoi Valentin a fait les choix qu'il a fait. Théo a choisi ce moment pour entrer en trompe dans les toilettes, le visage rouge de contrariété. Rémi, qu'est-ce que tu fiches? On a des clients qui se plaignent des toilettes et toi tu es là à faire la causette. Il s'est arrêté net quand il a vu Blanchard, remarquant le costume cher et la mallette. C'est qui, lui? Mon avocat, ai-je dit, me surprenant de la facilité avec laquelle les mots sont sortis. Je démissionne, avec effet immédiat. Théo a ri, un son qui a rebondi sur les murs de la salle de bain. Ton avocat, bien sûr. Et moi, je suis le PDG de Microsoft. Tu ne peux pas démissionner sans un préavis de 2 semaines. C'est dans ton contrat de travail. Blanchard s'est avancé, sortant sa carte de visite. En fait, Monsieur Fournier peut partir immédiatement. Notre cabinet se fera un plaisir de traiter toute question juridique que vous pourriez avoir concernant son contrat de travail. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Fournier, nous avons une voiture qui attend dehors et un jet privé dont le départ pour Marseille est prévu dans 2 heures. Il y a des documents à signer et des dirigeants qui vous attendent. La bouche de Théo s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. J'ai retiré ma chemise d'uniforme sur place, je l'ai laissée tomber sur le sol mouillé, et je suis passé devant lui en débardeur. La serpillière est dans le coin, ai-je dit. Tu devrais peut-être finir cette tâche. C'est une coriace. J'ai quitté les toilettes de cette station-service avec Henri Blanchard, laissant Théo debout, la bouche toujours bée. Les clients du matin me dévisageaient alors que je passais en débardeur, suivant un avocat qui semblait tout droit sorti de la défense. Je m'en fichais. Pour la première fois en 3 ans, je me fichais de ce que les gens pensaient. La DS9 qui attendait dehors était noire, impeccable, avec des vitres teintées. Le chauffeur, portant des gants blancs, m'a ouvert la portière comme si j'étais quelqu'un d'important. J'ai glissé sur des sièges en cuir plus doux que le canapé de mon appartement pendant que Blanchard s'installait à côté de moi avec sa mallette. Nous nous arrêterons à votre appartement pour que vous puissiez faire vos valises, a-t-il dit, tapant déjà sur son téléphone. Le jet décolle de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à midi. J'ai pris des dispositions pour que quelqu'un s'occupe de la résiliation de votre bail et expédie les affaires que vous souhaitez conserver. C'est vraiment en train d'arriver, ai-je dit, plus pour moi-même que pour lui. Monsieur Fournier, dans environ 4 heures, vous serez l'un des hommes les plus riches de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, oui, c'est vraiment en train d'arriver. Mon appartement avait l'air encore plus pathétique sachant que je le quittais pour de bon. J'ai jeté des vêtements dans un sac poubelle, attrapé la photo de mon père sur la table de chevet, et pris la boîte à chaussures où je gardais les papiers importants. Tout ce que je possédais tenait dans 3 sacs. 3 ans de ma vie réduits à ce que je pouvais porter jusqu'à une voiture. Le jet privé fut un autre choc. Je n'avais jamais voyagé en première classe, encore moins eu un avion entier pour moi tout seul. L'hôtesse de l'air m'a appelé M. Fournier sans sourciller, comme si ma place était là. Blanchard a étalé des documents sur une table qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. La raffinerie principale de votre oncle emploie 400 personnes, a-t-il expliqué alors que nous volions vers le sud. Le contremaître, Didier Morin, dirige les opérations depuis le mois dernier. Il vous attend. Il y a aussi 2 raffineries plus petites. Je ne connais rien aux raffineries de pétrole, ai-je admis. Je supervisais un entrepôt. C'est complètement différent. Votre oncle a laissé des instructions détaillées sur le maintien de la direction actuelle. Il a dit, et je cite, Rémi sera assez intelligent pour écouter les gens qui en savent plus que lui. C'est pourquoi il réussira là où d'autres échoueraient. Quand nous avons atterri à Marseille, une autre voiture attendait. Le trajet jusqu'à la raffinerie à Fos-sur-Mer a duré 1 heure à travers le paysage plat et industriel. Le panneau, Fournier Énergie, à l'entrée m'a retourné l'estomac.
Mon nom de famille sur quelque chose d'aussi massif semblait impossible. Didier Morin était exactement ce qu'on attend d'un contremaître de raffinerie de pétrole du sud de la France. Costaud, l'air d'un rugbyman, avec des mains qui pouvaient probablement écraser des noix et une moustache qui appartenait à un film de Pagnol. Il m'a regardé avec scepticisme alors que je sortais de la voiture. « Alors, vous êtes le neveu de Corneille ?» a-t-il dit, sans encore offrir sa main. Sans vouloir vous offenser, monsieur Fournier, mais qu'est-ce que vous connaissez exactement à la gestion d'une raffinerie de pétrole? Rien, ai-je dit honnêtement. Mais je sais apprendre, et je sais écouter les gens qui en savent plus que moi. Je sais aussi ce que c'est que de travailler dur pour gagner sa vie. Il y a 2 jours, je récurais des toilettes pour le SMIC. Je ne vais pas prétendre que je connais votre travail mieux que vous. Cela m'a valu un léger hochement de tête et enfin une poignée de main qui m'a presque brisé les doigts. Votre oncle a dit que vous diriez quelque chose comme ça. Venez, je vais vous faire visiter. La raffinerie était une ville d'acier et de tuyaux, avec des tours qui grattaient le ciel et des machines qui bourdonnaient d'une activité constante. Des ouvriers en casque et gilets de sécurité se déplaçaient avec détermination, vérifiant des jauges, ajustant des vannes, surveillant des écrans dans la salle de contrôle. Didier m'a présenté aux superviseurs, aux ingénieurs, aux coordinateurs de sécurité, chacun me jaugeant, se demandant si le nouveau patron allait tout gâcher. Votre oncle a construit cet endroit à partir de rien, m'a dit Didier alors que nous surplombions l'unité de traitement principale. Il a commencé avec une petite raffinerie qu'il a rachetée en faillite en 1982. Cet homme travaillait 18 heures par jour, connaissait le nom de chaque employé, chaque tuyau de cet endroit. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant. Cette entreprise était sa famille. Ce soir-là, Blanchard m'a conduit à la maison. Un château, pour être plus précis. 15 chambres, 12 salles de bain, sur 20 hectares près d'Aix-en-Provence. L'allée seule était plus longue que mon ancienne rue. Franchir la porte d'entrée, c'était comme entrer dans un musée. Tout était parfaitement entretenu, mais semblait vide, comme un décor de théâtre attendant des acteurs qui ne sont jamais venus. Monsieur Corneille a vécu ici seul pendant les 20 dernières années, m'a dit la gouvernante, Maria. Il avait du personnel pendant la journée, mais la nuit, il n'y avait que lui dans cette grande maison. J'ai appelé mon père depuis le bureau de Corneille, une pièce tapissée de livres et de récompenses de l'industrie pétrolière. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde. Papa, c'est moi. J'ai quelque chose à te dire à propos de l'oncle Corneille. Il y eut une pause. J'ai entendu dire qu'il était décédé. Je ne lui ai pas parlé depuis 40 ans, mais j'ai entendu. Papa, il m'a tout laissé. 340 millions d'euros. Des raffineries de pétrole, des investissements, tout. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai vérifié si nous étions toujours connectés. Bien, a-t-il finalement dit, sa voix étrange et tendue. C'est bien, mon fils. C'est ce qu'il aurait dû faire. Papa, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Pourquoi ne le voyons-nous jamais? Pourquoi m'a-t-il laissé tout ça? Lis sa lettre, a dit mon père doucement. Il m'a dit avant de mourir qu'il expliquerait tout dans une lettre pour toi. Promets-moi juste, Rémi, quoi qu'il y ait dans cette lettre, promets-moi que tu te souviendras que j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi. Cette nuit-là, seul dans le bureau de Corneille avec un verre de son Bourbon de 30 ans d'âge, j'ai finalement ouvert l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était un papier à lettres chères, de couleur ivoire, avec un filigrane que je ne pouvais pas identifier. L'écriture était tremblante mais claire, comme quelqu'un luttant contre des mains tremblantes pour rendre chaque mot lisible. J'ai posé mon verre et j'ai lu. Cher Rémi, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que je suis mort. Et tu te demandes probablement pourquoi j'ai tout laissé à un neveu que je connaissais à peine. La vérité, c'est que je t'ai observé toute ta vie, à distance, parce que ton père et moi étions d'accord que c'était mieux ainsi. Ce que je vais te dire va changer tout ce que tu pensais savoir sur notre famille, mais tu mérites la vérité. Mes mains tremblaient déjà. J'ai pris une autre gorgée de Bourbon et j'ai continué à lire. Il y a 40 ans, je n'ai pas choisi l'argent plutôt que la famille comme Valentin te l'a dit. J'ai choisi de porter le chapeau pour quelque chose afin de le protéger, lui et toi. Ton père et moi étions tous les deux amoureux de la même femme. Ta mère, Grèce. Elle était belle, intelligente, et pouvait faire en sorte que n'importe quel homme se sente comme un roi. Valentin l'a rencontré en premier dans un bal à Lyon. Je l'ai rencontré 2 semaines plus tard quand il l'a amené au dîner du dimanche.
Au moment où je l'ai vu, j'ai compris pourquoi mon frère était sous son charme. Je me suis souvenu des photos de ma mère, décédée quand j'avais 15 ans. Belle était un euphémisme. Elle avait le genre de beauté qui faisait que les gens s'arrêtaient dans la rue. J'ai essayé de rester à l'écart, Rémi. J'ai déménagé à Paris, j'ai commencé à travailler dans les affaires, j'envoyais des lettres au lieu de rendre visite, mais Grace a commencé à m'écrire. Des lettres secrètes qui faisaient trembler mes mains. Elle disait qu'elle avait choisi le mauvais frère. Disait que Valentin était trop sûr, trop prévisible. Elle voulait l'aventure, l'excitation, la vie qu'elle imaginait que je pourrais lui donner. J'ai brûlé chaque lettre, je n'ai jamais répondu à une seule. Le verre de Bourbon tremblait dans ma main alors que je le posais. Quand tu avais 5 ans, je venais de gagner mon premier vrai argent, j'avais racheté une raffinerie en difficulté et l'avais rendue rentable en 1 an. C'est à ce moment-là que Grace est venue à Paris, s'est présentée à mon bureau vêtue d'une robe rouge et d'un parfum qui emplissait toute la pièce. Elle a dit qu'elle quittait Valentin, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle voulait que nous soyons ensemble. Elle a dit qu'elle t'emmènerait avec elle. J'ai dû arrêter de lire un instant. Ma mère, la femme que mon père avait pleuré pendant 25 ans, avait essayé de le quitter pour son frère. Je lui ai dit non, Rémi. Je lui ai dit que Valentin était un homme meilleur, celui qui serait un meilleur père, celui qu'il aimait vraiment au lieu de simplement vouloir la posséder. Elle ne l'a pas bien pris. Elle a menacé de dire à Valentin que nous avions une liaison depuis le début. Un mensonge complet qui l'aurait détruit. Elle a dit qu'elle l'utiliserait au tribunal pour le divorce, t'éloignerait de lui, s'assurerait qu'il ne te reverrait jamais. Ta mère pouvait être cruelle quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Ma poitrine était oppressée. Je me suis forcé à continuer à lire. Alors, j'ai passé un accord avec elle. Je quitterai Paris, je reviendrai à Lyon, et je simulerai une dispute avec Valentin. Faire croire que j'avais choisi l'argent plutôt que la famille. Le faire me haïr pour qu'il ne soupçonne jamais la vérité. En échange, j'enverrai à Grace 5 000 francs par mois pour qu'elle se taise et reste avec Valentin. Elle a accepté l'accord, Rémi. Elle l'a accepté sans hésitation. 5 000 francs par mois, pendant 10 ans, jusqu'à sa mort. C'était l'équivalent de centaines de milliers d'euros que mon oncle avait payé pour empêcher ma mère de détruire mon père. Ton père n'a jamais su pour les paiements. Il savait juste que je suis rentré pour Noël. Nous avons eu une énorme dispute sur le fait que mon succès m'était monté à la tête et je suis parti en jurant de ne jamais revenir. C'était du théâtre. Mais Valentin a cru chaque mot parce qu'il en avait besoin. L'alternative l'aurait brisé. J'ai pensé à mon père dans son EHPAD, portant toujours la photo de ma mère dans un médaillon qu'il pensait que j'ignorais. Je t'ai vu grandir de loin, Rémi. Chaque spectacle d'école, chaque match de foot, chaque remise de diplôme, j'étais là, au dernier rang où personne ne me remarquerait. Je t'ai vu devenir un homme bon, un travailleur acharné, loyal et honnête comme ton père. Je t'ai vu lutter et ça me tuait de ne pas aider. Quand ton entreprise a licencié, j'ai failli rompre ma promesse. Quand tu étais sur le point de perdre ta maison, j'ai dû me retenir physiquement d'intervenir. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant, et je ne prenais pas la peine de les essuyer. Je t'ai vu épouser Mélodie, et j'ai su immédiatement qu'elle était comme ta mère, belle, charmante, et creuse à l'intérieur. Une femme qui mesurait l'amour en signes d'euros. Je voulais te prévenir, mais que pouvais-je dire sans tout révéler? Alors, j'ai aussi regardé cette pièce se jouer. Je l'ai regardé te quitter pour ton cousin au moment où ton compte en banque s'est vidé. L'histoire se répétait. Le paragraphe suivant était écrit avec une encre plus foncée, comme s'il avait appuyé plus fort le stylo contre le papier. Quand on m'a diagnostiqué un cancer l'année dernière, j'ai su qu'il était temps. J'ai fait en sorte que Didier continue de faire tourner les raffineries, j'ai demandé à Blanchard de faire des recherches sur toute ta vie et j'ai préparé cet héritage. L'argent n'est pas seulement un héritage, Rémi. C'est 40 ans d'excuses pour ne pas avoir été là. Pour t'avoir laissé lutter alors que j'aurais pu aider. Pour avoir choisi la paix de ton père plutôt que ta prospérité. Le dernier paragraphe était à peine lisible, l'écriture se détériorant. Ne dis pas la vérité à Valentin. Laisse-le se souvenir de Grace comme il en a besoin. Certains mensonges sont une forme de bonté, mon fils. Mais sache ceci. Tout ce que j'ai construit a toujours été destiné à toi. Chaque euro gagné, chaque succès obtenu, c'était pour le neveu que je ne pouvais pas revendiquer mais que j'aimais comme mon propre fils. L'euro pour Mélodie est mesquin, je l'admets.
Mais je suis mort, alors je peux me permettre d'être mesquin. Laisse-la s'étouffer avec. Utilise cette richesse à bon escient. Fais confiance à Didier à la raffinerie. Prends soin de ton père. Et sache que l'oncle Corneille t'a aimé de loin chaque jour de ta vie. La lettre est tombée de mes mains sur le bureau. 40 ans de tromperie, de sacrifice, d'amour déguisé en abandon. Mon oncle avait renoncé à sa famille pour la sauver. Ma mère avait été payée pour rester dans un mariage qu'elle voulait quitter. Mon père avait vécu un mensonge plus doux que la vérité, et j'avais été le bénéficiaire ignorant de tout cela. Je suis resté assis dans ce bureau pendant 3 heures après avoir lu la lettre, regardant le coucher de soleil sur les plaines provençales à travers des fenêtres qui avaient été témoins de 40 ans de solitude de mon oncle. Puis j'ai appelé mon père. Tu savais, ai-je dit quand il a répondu. Tu savais pour la lettre. Pas ce qu'il y avait dedans, a-t-il dit doucement. Mais Corneille m'a appelé une semaine avant de mourir. Il a dit qu'il expliquerait tout dans une lettre pour toi. Il a dit que tu comprendrais pourquoi les choses étaient comme elles étaient. Papa, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Es-tu heureux avec les souvenirs que tu as de maman? Il y eut une longue pause. Elle m'a donné toi, mon fils. Quoi qu'elle ait été ou n'ait pas été d'autre, elle m'a donné toi. C'est assez de bonheur pour la vie d'un homme. Je te fais déménager à Aix-en-Provence, ai-je dit. Il y a un endroit ici qui s'appelle les jardins d'automne. Il y a de vrais jardins, papa. Des plants de tomates dont tu peux t'occuper toi-même. Ton propre appartement avec une cuisine. Des infirmières qui se soucient vraiment de leurs patients. Plus besoin de partager une chambre avec des étrangers. Rémi. Je ne peux pas me permettre ce genre d'endroit. Moi, je peux. Oncle Corneille s'est assuré que je pouvais me permettre de prendre soin de toi comme tu le mérites. 3 semaines plus tard, j'avais fait déménager papa. La première fois qu'il a vu son nouvel appartement, il a pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais le genre de larmes qui viennent quand la dignité est restaurée. Il a ses plants de tomates maintenant, et une infirmière nommée Betty qui lui apporte des biscuits faits maison et rit de ses blagues nulles. Il joue aux cartes tous les jeudis. Il est plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années. Mélodie a appelé 17 fois quand la nouvelle de mon héritage a éclaté, a laissé des messages qui sont passés de doux à désespérés à en colère. On pourrait arranger les choses, disait-elle dans l'un. Souviens-toi de nos bons moments, disait-elle dans un autre. Le dernier n'était que des insultes. Damien l'a quittée 2 jours après avoir appris qu'elle avait été explicitement exclue du testament. Apparemment, sortir avec une femme qui avait été spécifiquement insultée par un héritage de 340 millions d'euros était mauvais pour son image. Elle vit maintenant avec sa sœur, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire à Valenciennes. Je ne lui veux pas de mal, mais je ne lui veux pas de bien non plus. Certaines personnes sont juste des leçons déguisées en amants. J'ai gardé les raffineries, mais j'ai vendu le château. J'ai acheté une maison raisonnable de 4 chambres à 10 minutes de l'installation principale. Rien d'extraordinaire, juste confortable. Le genre d'endroit où vous pouvez vous promener en chaussettes sans vous soucier de rayer le marbre. Didier dirige les opérations de la raffinerie pendant que je me concentre sur ce pourquoi je suis réellement doué, prendre soin des gens qui ont été mis à terre. La fondation Corneille Fournier pour les travailleurs déplacés a été lancée il y a 6 mois. Nous reconvertissons les personnes de plus de 50 ans qui ont perdu leur emploi, en leur donnant de vraies compétences, pas seulement des discours de motivation et des conseils de CV dépassés. Soudure, électricité, certification CVC, de vrais métiers qui paient de vrais salaires. Nous avons placé 200 personnes jusqu'à présent. À chaque cérémonie de remise de diplôme, je leur raconte mon histoire. La station-service, les toilettes, l'avocat au costume cher. Ils ont besoin de savoir que la dignité peut être restaurée. Que la vie peut vous surprendre même quand vous avez cessé de croire aux surprises. Théo, mon ancien patron de la station-service, a postulé pour un emploi dans l'une de mes raffineries. Je l'ai embauché à un poste de débutant où sa superviseure est Nancy Chen, une ancienne directrice marketing de 58 ans qui a perdu son emploi lors d'une restructuration et qui est passée par notre programme. Elle lui apprend que le respect n'est pas une question d'âge ou de position. C'est reconnaître la valeur de chacun. Il apprend l'humilité en même temps que le traitement du pétrole. La semaine dernière, il s'est excusé pour la façon dont il m'a traité. Je lui ai dit que nous étions quittes. Chaque dimanche, je vais déjeuner avec mon père. Nous ne parlons pas de l'oncle Corneille ou de ma mère.
Nous parlons des chances du PSG cette saison, de ces plants de tomates qui produisent tellement de tomates qu'ils les donnent à tout le monde dans l'établissement. Et de Betty, qui a commencé à se joindre à nous pour le déjeuner parfois. C'est suffisant. Certaines vérités sont trop lourdes pour les vieillards qui ont mérité leur paix. Le mois dernier, je me promenais dans la raffinerie quand Didier m'a arrêté. Tu sais, ton oncle aurait été fier. Tu n'as pas laissé l'argent changer qui tu es. Il m'a changé, ai-je dit, en regardant les travailleurs rentrer chez eux auprès de leur famille à la fin de leur service. Il ne m'a juste pas corrompu. Il y a une différence. Je nettoie encore les toilettes une fois par mois au centre de formation professionnelle de la Fondation. Non pas parce que je dois le faire, mais parce que je ne veux jamais oublier ce que c'est que d'être invisible. Les hommes et les femmes qui passent par notre programme me voient le faire, le propriétaire des lieux à genoux en train de récurer les toilettes, et ils comprennent. La dignité ne dépend pas du travail que vous faites. C'est se souvenir que tout le monde mérite le respect. La vérité sur la famille, c'est que le sang ne détermine pas la loyauté. L'argent ne mesure pas la valeur. Et parfois, les gens qui nous aiment le plus le font à distance. C'est l'oncle Corneille qui me l'a appris. Il a passé 40 ans à bâtir un empire, non pas pour lui-même, mais pour un neveu qu'il ne pouvait pas revendiquer. Il a vécu seul pour que mon père puisse vivre avec de beaux mensonges. Il est mort avec son secret intact, ne le brisant que lorsqu'il ne pouvait plus blesser personne. Je garde sa lettre dans un coffre-fort avec mes papiers de divorce et ma dernière fiche de paie de la station-service. 3 documents qui racontent l'histoire complète. Où j'étais, où je suis, et le pont entre les deux, construit par un homme que je n'ai jamais vraiment connu. Mélodie s'est trompée sur une chose. Je ne suis pas mort en nettoyant des toilettes. Je suis né de nouveau en le faisant, ce mardi matin-là, quand un avocat est entré dans les toilettes d'une station-service et m'a tendu les excuses vieilles de 40 ans de mon oncle, enveloppées dans 340 millions d'euros. Parfois, je passe devant cette station Total Énergie. Elle est toujours là. Toujours besoin d'un coup de peinture. Toujours à vendre du café hors de prix aux camionneurs. Il y a un nouveau type qui nettoie les toilettes maintenant. Un autre homme d'âge moyen essayant de s'accrocher à sa dignité tout en passant la serpillière. Je me suis arrêté une fois et je lui ai donné ma carte. Je lui ai parlé de la fondation. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Ce type dans un beau pick-up qui parle de seconde chance. Pourquoi m'aideriez-vous, a-t-il demandé. Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, ai-je dit. Il l'a juste fait à distance. C'est ça, le truc avec les bénédictions inattendues. Elles ne viennent pas toujours d'où on les attend. Parfois, elles viennent d'un oncle que vous n'avez jamais connu et qui vous a aimé depuis le dernier rang de votre vie. Parfois, elles sont déguisées en perte, en échec cuisant, en la pire chose qui pouvait arriver se transformant en la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Mon histoire ne parle pas de devenir riche. Elle parle d'apprendre que l'amour ressemble parfois à l'absence, que le sacrifice ressemble parfois à l'abandon, et que les personnes qui façonnent nos vies ne sont pas toujours celles qui se tiennent à côté de nous. Ce sont parfois celles qui se tiennent loin, construisant quelque chose en silence, attendant le bon moment pour nous montrer que nous n'avons jamais été aussi seuls que nous le pensions. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible ou oublié, veuillez partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vie peut changer en un instant. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où une bénédiction inattendue vous a trouvé ou quand quelqu'un vous a aimé à distance. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires sur les surprises de la vie, les secondes chances, et les gens qui changent tout en choisissant de se soucier quand ils n'y sont pas obligés. Souvenez-vous, vous êtes peut-être à un sol de toilette près de votre miracle. Il vous suffit de survivre assez longtemps pour le rencontrer.